Bienvenue au Théâtre de la Main d'Or. Bon, même s'il y a effectivement sur Internet, il y a Wikipédia, on l'a revisité deux, trois Ouais, fois, il donne des informations. Il y a des choses qui sont vraies, et puis des choses qui sont un petit peu moins vraies. Bon, ce qui est vrai, c'est que je suis né en France en 1966, d'un père camerounais et d'une mère française, bretonne. Donc j'ai grandi en banlieue parisienne, Bagneux. euh, je suis né à Fontenay-aux-Roses, j'ai évolué à Bagneux, Antony, puis Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne. Et puis j'ai suivi un cursus, une incarcération scolaire jusqu'au bac, dans différents établissements, jusqu'à ma libération, donc au moment du bac. Je sors du bac, je suis libéré à 18 ans, en fait, il fallait que j'attende 18 ans, parce que j'étais obligé de rester jusque-là. Ensuite, bah, je voulais tout de suite et très rapidement m'engager dans ce qui était ma passion, c'est l'humour, le one-man show. Donc je ne savais pas exactement ce qui allait m'arriver dans la vie. Devenir humoriste, c'était une utopie. De là à devenir une réalité, je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Bon, j'avais un pote, Eli Semoun, un pote de quartier, on va dire. Enfin bon, lui était d'Antony, un fils de fonctionnaire, qui lui commençait à faire des petites choses. Je dis fils de fonctionnaire parce qu'il habitait dans un quartier des fonctionnaires. Et donc, moi j'étais dans des quartiers un peu plus chauds à Bagneux quand même. Mais bon, on s'amusait beaucoup tous les deux et il avait vraiment envie lui de s'amuser, de faire du one man show. Puis voilà, en se rencontrant comme ça, on a décidé de monter sur scène un jour et puis ma foi, bah, ça a fonctionné et puis je suis devenu avec lui un humoriste. On est devenus des humoristes professionnels et on a exercé cette profession. Donc tout ça c'est relativement, ça se passe assez vite dans mon cursus puisque là j'ai, on va dire, c'est en 91, j'ai 24 ans, 25 ans et à 25 ans, voilà, je commence déjà à travailler, à vivre de ce métier, même un peu avant, 23 ans. Et puis c'est parti. Donc au bout de 7 ans, on se sépare avec Ellie. Ellie part lui aux États-Unis pour tourner des films. Et puis moi je reste ici et j'adapte un spectacle que j'avais écrit pour deux, pour le faire seul. Ça va s'appeler Dieudonné tout seul. Et puis là c'est parti jusqu'à aujourd'hui en fait. Je suis euh, je suis un humoriste qui fait du one man show et je dois dire que euh, j'en suis à mon 12e spectacle, donc ce qui représente quand même pas mal de spectacles au regard des autres humoristes. J'ai fait un peu de cinéma, mais je me suis toujours concentré sur le one man show. Ça a toujours été ma priorité. Alors bon, de toute façon, le cinéma aujourd'hui m'invite beaucoup moins, mais je n'ai pas envie non plus d'en faire. Quand je vois des amis comme des gens que j'aime bien, des gens que j'ai appréciés, comme Poulvord, comme qui vient aussi du one man show, comme Dupontel, je trouve que le cinéma abîme. Le cinéma, je sais pas, bon, il y en a qui s'en sortent, Dupontel par exemple fait partie de ceux qui s'en sortent, mais encore, je trouve qu'ils perdent un peu d'éclat. Il y a Dujardin aussi, qui était dans l'humour, dans le one man. Bon, tous ces gens-là, en fait, qui passent au cinéma, de blues évidemment, sont bourgeoises un peu et donc je ne regrette pas en fait d'avoir été et à la fois dans l'adversité et dans le one man show. C'est-à-dire je joue plus de 250 spectacles par an. Je suis comme un laboureur dans ce métier, euh, mais je sens que c'est un métier. Avant de le maîtriser, il faut vraiment mouiller la chemise, quoi. Il faut du temps. Donc voilà mon parcours. À mon avis, en fait, les ennuis vont commencer avec l'épisode Fogiel. Bon, Fogiel, c'est une émission. On me demande de venir pour, on va dire, faire un petit sketch. L'invité principal est Jamel Debbouze. On voudrait que je le provoque un peu, je le fasse rire. Donc je me dis, bah, Jamel Debbouze qui, à ce moment-là, euh, commence à devenir on va dire, un personnage public de premier plan. On a la sensation que les médias veulent en faire un peu un représentant des banlieues. Alors je me dis, bon ben au moins je vais tenter de le confronter à une vraie question, quoi, une question qui moi m'intéresse, m'interroge.
c'est que penses-tu, Jamel Debbouze, de la condition aujourd'hui du peuple palestinien et de la politique d'Israël? Alors j'écris un sketch à la hâte où je me grime en colon israélien et puis qui s'empresse de conseiller aux téléspectateurs, aux jeunes téléspectateurs issus des quartiers, de rejoindre l'axe américano-sioniste, tout ça sur le plan, sur le ton de la plaisanterie et de la farce. Et puis, donc Jamel va s'amuser. Je pensais que il était de mon ressort, de mon rôle, de le sensibiliser en tant que, parce qu'il m'a toujours considéré comme un grand frère, quoi, dans cette profession, de le sensibiliser aussi, de l'entraîner sur des terrains un petit peu plus, bon, difficiles, mais s'il se veut être à un moment ou à un autre représentant d'une population d'exclus, il est important qu'il aille sur les vrais thèmes de l'exclusion, les vrais thèmes du racisme, et puis les vrais thèmes de ce qu'est la réalité du fascisme aujourd'hui. Et Israël étant la partie émergée, évidemment, du fascisme dans le monde, du racisme, de la duperie, du mensonge et du vol. Et donc il est important, il me semble, pour moi, à ce moment-là, de le sensibiliser, ou tout le moins de l'entraîner un petit peu dans cette direction-là, plutôt que de devenir, évidemment, le couscous garbite de service, quoi. Et donc d'ailleurs ça se passe très bien, il me comprend, Dieu donné, alors il va venir peu de temps après me dire que je suis le meilleur, que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il aura même une réflexion au Zénith de Paris, où il va me dire, tu sais, c'est pas marrant d'être invité chez Drucker et serrer la main d'Enrico Macias. Je tiens juste à me désolidariser ce soir de Dieudonné. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire Drucker avec Enrico Macias. C'est pour ça que vous êtes plein de cul. Merci, Jamel. Il y aurait apparemment des gars du bâtard dans la salle. Je tenais à leur dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur Nara. Ouais, je suis venu juste rigoler. C'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites. On en a besoin. Merci. Merci, Jamel. Le problème, c'est qu'après, évidemment, il aura regretté ses propos, parce qu'on est dans un système, dans un monde où, malheureusement, on ne lui permet pas d'être lui-même. On lui demande de trahir, en fait, tout ce qui fait que ce qu'il est en réalité. Et c'est cette émission chez comment s'appelle-t-il non, j'ai déjà oublié son Ardisson. D'ailleurs, enfin, tout le monde l'a déjà oublié puisqu'il a disparu. Donc c'est dur de se souvenir des mecs comme ça qui me disaient, Diodo, je ne pourrai plus jamais t'inviter. Donc, peu de temps après, il a perdu son émission, il a quitté la chaîne. Et aujourd'hui, bon, il se débat pour exister. Bon, je n'ai pas l'esprit revanchard, mais je pense que lorsque l'on quitte sa dignité intérieure, on ne peut que errer après dans une sorte de show business, enfin là en ce qui concerne cette activité, dans une sorte d'espace où finalement on se noie et on s'auto-détruit. C'est ce qui se passe pour Ardisson, qui était un homme à mon avis plutôt pertinent au départ, un homme qui avait des convictions, un homme qui avait des lectures, qui pouvait se permettre avec un cynisme d'aborder certaines questions tout en incarnant quand même un vrai point de vue. Et puis je pense avoir été certainement l'artiste charnière pour lui, le moment où il se retourne, et le moment un peu comme une chaussette qu'on tournerait dans l'autre sens comme ça pour apparaître avec une nouvelle peau. Mais ça n'a trompé personne, c'est-à-dire qu'il a été renvoyé, il n'a pas pu faire du cinéma comme il voulait le faire, un petit peu, mais très peu, enfin bon, tout ce qu'on lui avait promis, évidemment, il ne l'a pas obtenu, et il est devenu ce que beaucoup de gens qui trahissent leur propre
intégrité, leur propre point de vue deviennent. Alors on parle de la Jamel Debbouze, on parle de d'Ardisson, pas de Forisson, c'est encore c'est une autre étape, Forisson. Mais bon voilà, moi je me suis intéressé après voilà aux gens qui pensaient, qui avaient des points de vue qui n'étaient pas forcément des points de vue qui étaient dans la norme et qui provoquaient une vraie réflexion. Après il y a eu Forisson, bien évidemment, voilà une personne qui lui n'a jamais cherché à plaire. Et il a toujours affirmé, il a un point de vue, une idée. Et moi, ce qui est étonnant sur Forisson, par exemple, je l'ai rencontré, alors moi, je sais pas, c'était pas la question, mais on parlait des médias, donc on va y aller dans l'ordre. Donc voilà, sur ce qui est des médias et sur ce qui est du début, en fait, de la polémique, c'est l'affaire Fogiel. Bon, je sais pas si j'ai été très clair, mais ça a été effectivement, sur mon parcours, hein, une période, un moment, un tournant. Mais ce n'est pas moi, en fait, c'est un tournant que j'aurais pris naturellement. Pour moi, lorsqu'on emprunte un chemin, c'est pas parce qu'il y a un virage qu'on change de direction. C'est-à-dire, c'est le chemin qui est comme ça. Voilà, on ne traverse pas une montagne de face. Donc, il faut forcément suivre le chemin. Et moi, mon sentier, le sentier lumineux, comme je l'appelle, c'est celui qui est le parcours logique, naturel et qui est je n'ai pas la sensation de m'être trahi. Je me suis peut-être trompé sur mon parcours, j'ai peut-être commis, je ne me suis pas toujours fait comprendre, mais ce qui est certain, c'est que j'ai toujours été en phase avec moi-même, ouais, profondément. Bon, bah, c'est plutôt, alors je sais pas qui après, qui a commencé. Il se trouve que pour ce qui est de Arthur, Jacques Essebag, lui, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé, on est à peu près de la même génération, il doit être né même la même année, et, et donc la première fois que je l'ai rencontré, c'était, il animait une émission, il sortait de la radio, il animait une émission sur TF1. Et il était là, et son rôle c'était de faire rire. Donc il essayait de rameuter un peu tous les humoristes de sa génération pour écrire des choses, faire des sketchs. Alors, on a assisté à plusieurs réunions, puis on écrivait des choses, puis on a joué, on a fait pas mal de petits sketchs, et l'échange avec lui, c'était, je vais faire de la promo pour votre spectacle. D'accord, mais bon, à partir du moment où on écrit des sketchs, qu'on les joue, et qu'il y a un employeur au-dessus qui lui donne, je sais pas, énormément d'argent, on peut quand même se dire, bon ben, on a le droit peut-être d'être payé. Enfin, tout travail, à un moment donné, mérite salaire. Toi, tu es payé pour nous avoir appelés et occuper 5 minutes d'antenne. Tu ne vas rien faire sur ces 5 minutes d'antenne, donc je sais pas comment ça se passe. Et puis là, évidemment, j'ai découvert le fameux oh là là, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Bon, voilà. Le producteur dans son rôle et qui flirtait toujours avec le copinage, mais non, on est des potes, et puis on est des potes, mais bon, c'est toi qui tire la caisse. Donc, on n'est pas tellement des potes. Et puis après, je me suis aperçu qu'on n'était pas du tout des potes, et qu'on serait jamais des potes. Et bon, voilà, ça fait partie de ces gens, bon, ça a commencé comme ça. Et puis Bruel, je savais qu'il était cousin d'Elie Semoun, cousin pareil, enfin pas, non, cousin, germain, enfin, et donc, bon, on l'avait jamais vraiment rencontré à cette époque-là, mais je l'ai rencontré une fois, je crois. C'était au Resto du Cœur. Bon, c'est eu une très très mauvaise impression dans les coulisses des Restos du Cœur, où le champagne coulait à flot, et je lui dis, tiens, c'est étrange. Et donc, non pas que je n'aime pas le champagne, mais bon, je trouvais ça étonnant, quoi, le rapport entre, d'un côté, des coulisses, et puis la scène. Et puis lui tout de suite en fait il m'a insulté, il a fait partie des premiers lorsque j'ai eu des ennuis à monter au créneau pour s'offusquer du sketch chez Fogiel, pour dire que je n'étais plus un artiste, que j'étais terminé, que j'étais foutu. Voilà, c'est exactement ce genre d'artiste qui, avec le temps, montre en main, que j'aperçois s'enliser dans les sables mouvants de l'aristocratie du show business, et qui ne produisent plus bon, je sais pas s'il a produit autre chose d'ailleurs que de la merde, mais
Bon, là aujourd'hui c'est devenu je veux dire un spécialiste. Tout ce qu'il fait n'a absolument plus aucun sens. Il pompe, c'est-à-dire que c'est toujours à un moment donné, en plus quand ce genre d'artiste, entre guillemets, ne fait que récupérer des vieilles chansons, refaire ce que les autres ont fait, soi-disant en mieux. Bon, voilà, fait partie de... Je n'ai pas la sensation de faire le même travail. Et puis son soutien inconditionnel à la cause israélienne, bon, il a manifesté, c'est son droit le plus strict, mais lorsque l'on en parle, ah non, qu'est-ce que c'est bon, il y a de toute façon, chez ces artistes qui soutiennent bec et ongle la politique de l'État d'Israël, euh, toujours cette malhonnêteté, ce chantage à l'antisémitisme. Donc j'ai eu à vivre tout ça, et puis ces deux spécimens, ces deux énergumènes étaient particulièrement virulents. Donc, je leur ai répondu, toujours. Dès que j'ai eu l'occasion et un espace pour le faire, je leur ai répondu. Et je serais très ouvert d'ailleurs à un entretien avec eux, mais bon, bien évidemment, ils font partie de ces gens qui parlent dans le dos, mais jamais en face. Arthur, s'il veut venir s'exprimer face à moi, il n'y aurait évidemment aucun problème. Ne serait-ce que dans l'intérêt. On a la chance de vivre dans ce qu'ils appellent une démocratie. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, a priori, on peut se parler. Donc, je peux aller chez eux, on peut discuter, j'ai pas peur. Mais ils ont peur de moi. Alors ils ont peur, je sais pas pourquoi, je sais pas. Il y a des gens de la LICRA qui disent que j'ai 4000 ans, que je n'ai jamais connu de civilisation, que c'est pour ça que je serai un genre de singe, quoi. Alors peut-être c'est ça. Mais peut-être que je suis un singe, mais si je suis un singe, je n'ai pas conscience de l'être. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas me parler. Enfin, en tout cas, moi je pense que parler de ces deux années, bon, ils sont richissimes, mais leur argent, ils l'ont volé quelque part. Enfin, je ne suis pas en train de les accuser de vol direct, mais ils ont dupé, ils ont volé on va dire les spectateurs, et je pense qu'au regard de ce qu'ils auront fait, au final, on va s'apercevoir de la supercherie. Arthur, ça a été flagrant, il s'est lancé dans le one-man show. Bon, je veux dire, un enfant de 2 ans serait plus talentueux. Il y est allé avec son argent, avec cette notoriété télévisée, et bon, il s'est aperçu que c'était un autre travail, quoi. C'est autre chose. Il faut euh, il faut avoir joué, je pense, dans des tout petits lieux, s'être battu au départ. Ça se fait pas comme ça. Bon, très rares sont ceux qui peuvent comme ça, en un clin d'œil, faire rire les gens pendant une heure et demie. C'est un vrai travail en fait. Et moi, si je suis devenu une référence dans ce que je fais, c'est que je travaille à peu près 2 fois plus que les autres, quoi. Euh, Quand je me retourne et que je regarde mes collègues, les gens de mon âge qui ont commencé avec moi, bon, ils vont faire, allez, 50, 100 spectacles maximum par an. Bon, j'en fais quasiment 300. Donc, je joue 300 fois mon spectacle. Et il est évident qu'au bout de 300 fois, et heureusement, je le maîtrise un peu mieux, et voilà. Et puis, je trouve des choses, je peaufine, ce qui fait qu'au final, je pense que le rendu, voilà, est supérieur. Ce qui est logique. C'est ça. Alors, quand je dis, ouais, j'ai fait 13 spectacles, enfin 12 spectacles aujourd'hui, enfin avec des best-of, mais bon, on va pas les compter. Euh, 12 spectacles, je veux pas dire, je crois que je fais partie des humoristes, voilà, qui ont fait le plus enfin, qui a fait le plus de spectacles. Parce que voilà, le fait d'avoir un endroit aussi, ça vous pousse à vous renouveler plus que les autres. J'ai joué dans un bus aussi à un moment donné, lorsque l'on m'a interdit de jouer dans des grandes salles. Ça aussi, ça vous pousse lorsque vous jouez avec ça, simplement comme scène de théâtre, quoi. Parce que j'étais dans le fond du bus et bon, il y avait que ça qui était éclairé, donc on joue différemment, on apprend à être plus performant, à être plus efficace, quoi. Et bon, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont amené aujourd'hui. Alors quand je fais des grandes salles, je refais des grandes salles aujourd'hui depuis très peu de temps, depuis une semaine. Et je vais faire tous les zéniths de France là, et ça s'annonce effectivement bien rempli, sans promotion, sans rien. C'est uniquement de bouche-oreille, et ça c'est vraiment, pour un artiste, une forme d'indépendance extrêmement appréciable, parce que je me sens tenu par eux sur aucune chaîne de télévision. D'ailleurs, les journalistes qui veulent me voir, je leur dis, il n'y a pas de problème, c'est 35 €. 40 même. Pour eux, c'est 40. Je trouve que les artistes sont des gens
des gens formidables au départ, avec des sensibilités, mais que l'appareil du show business, l'entreprise, et les broie, les casse, moi quand je vois des artistes, l'éclat des artistes, je les ai tous à peu près croisés, tous ces humoristes, tous ces jeunes, au début avec un élan, je pense que c'est un peu la même chose en politique. Il y a des gens qui arrivent, ils sont réellement et sincèrement révoltés, et ils ont envie de changer le monde. Et les artistes, que ce soit dans le rap ou dans l'humour, que j'ai pu rencontrer, au départ, il y a vraiment cette volonté de changer les choses, et puis au fur et à mesure, le système est ainsi fait qu'il va vous attirer dans vos faiblesses, quoi. L'argent, le luxe, le confort, ce sont des tentations humaines, hein, mais bon, moi je suis passé par là. J'ai eu les mêmes tentations, et puis grâce à je ne sais quelle grâce et quelle divinité, j'ai pu traverser ce marécage, tout en restant appuyé sur des valeurs, quoi. Alors, dans le showbiz, bien sûr, mais c'est toujours ce lobbysionniste, si vous voulez, c'est Hollywood, quelque part. Mais c'est un petit Hollywood, parce qu'ici, on est vraiment à la campagne, en fait, à côté de l'industrie américaine. Mais c'est l'hollywoodisme, la branche armée culturelle, on va dire la branche culturelle, de l'armée américano-sioniste. C'est-à-dire, il suffit de regarder à qui se profitent les films américains pour comprendre qui les fait. Ce sont des films qui, là on l'a vu avec Argo, qui sont là pour dire, voilà, il y a des gentils et il y a des méchants. Lorsque le cinéma américain donne des prix au cinéma français, The Artist, avec un excellent comédien, Jean Dujardin, mais lui aussi il est englué dans ce marécage, eh bien c'est pour dire, voilà, c'est un film sur la nostalgie du film américain des années 40, 50, je sais pas. C'est-à-dire qu'on voit bien à quoi sert Hollywood. Hollywood, c'est pas là pour nous dire il y a eu la traite négrière, on a massacré tous les Indiens. Non, non, non. Il y avait des gentils cow-boys. Après, ils ont changé. Il y avait en fait des bons blancs qui comprenaient que les Indiens c'était pas forcément des sauterelles. Mais voilà. Mais il n'y a jamais un film objectif qui explique que des charognards, des alcooliques et des sont arrivés aux États-Unis et ont massacré tout le monde. Parce que c'est ça l'histoire des États-Unis. Il suffit d'y aller pour voir que d'ailleurs ça n'a quasiment pas changé. C'est-à-dire c'est dans la culture, c'est l'histoire de ce pays qui n'a pas d'histoire, où tout le monde est complètement névrosé, où ils sont surarmés et maintenant ils commencent à tirer sur les enfants dans les maternelles. C'est par hasard, c'est la construction de cette nation. J'en parle un peu dans mon spectacle. Il suffit de voir d'ailleurs les soldats américains en Afghanistan qui pissent sur des cadavres, qui se prennent en photo, après ils se tirent dessus. Après, il y en a qui se tirent. Enfin bon, c'est vraiment un projet c'est un projet qui est habité par une diablerie, quoi, par une folie, quoi. Moi, c'est ce que je commente. Et je sais qu'il existait un cinéma français, un humour français qui est en train d'être pris en main, on va dire, par cet axe américano-sioniste, par cette armée culturelle qui est Hollywood, qui est la télé française, les productions françaises. Moi, je me suis aperçu, parce que j'ai voulu écrire un film sur la traite négrière. Ça a été peut-être le moment, vraiment pour moi, le moment de basculement, en fait. J'avais fait déjà quelques films, j'avais joué dans quelques grosses productions françaises, et puis je suis allé voir, j'avais un petit nom, et je savais écrire, donc je suis allé voir le CNC. Je suis allé leur dire, bon, ben voilà... je sais qu'il existe une aide à l'écriture qui est donnée en fonction des sujets. C'était pas grand chose, c'était genre 5000 €. C'est beaucoup, mais pour écrire mais c'est pas énorme dans le budget d'un film. Et je me suis dit que sur ce sujet-là, étant donné que j'allais être le premier, bon, il y avait certainement. Et puis là, il y a une commission qui s'est prononcée sur ce sujet de la traite négrière transatlantique. Et on m'a dit, non, ça n'est pas un sujet de film. Il vaut mieux faire un documentaire ou un film d'animation. Cette même commission, qui avec l'argent public avait financé 250 films sur l'Holocauste et sur la souffrance des Juifs. Alors, en m'intéressant un peu au sujet, je me suis aperçu que Bernard-Henri Lévy avait été l'un des responsables de cet organisme, et puis que finalement, en fait, c'était un organisme extrêmement noyauté par la communauté juive. Quasiment tous étaient juifs ou
Et là, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant, comment ça se passe. Et puis, je me suis aperçu que le lien entre la culture et l'éducation qu'on donne à nos enfants, il suffit de regarder les manuels scolaires de nos enfants. Ce Fernand Nathan, cet éditeur, tous ces éditeurs qui sont arrivés après la guerre, et qui racontent l'histoire, qui nous racontent l'histoire officielle. C'est la même qu'on raconte au cinéma, ce sont les mêmes personnes. Ce sont des films, ce sont des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ce qu'on nous apprend à nos enfants sur l'histoire de France n'a rien à voir avec la réalité de l'histoire de France. C'est l'histoire de France vue par des sionistes, donc dans un intérêt bien précis. D'ailleurs, on a évidemment l'Holocauste et la souffrance juive qui va prendre quasiment la moitié du bouquin. Bon, alors que la France est un pays qui a pratiqué la traite négrière pendant 400 ans. Il me semble que quand même il pourrait y avoir plus de 2 lignes. Alors bon, face à ces incohérences, ils essayent de corriger, mais c'est toujours pareil, lorsqu'on aborde la traite négrière, c'est qu'il n'y a que des mensonges. On a la sensation parfois que ce sont les Noirs qui se sont vendus entre eux-mêmes. Ouais. Précise, hein, c'est du gingembre. Ouais. C'est pas du Ricard, c'est du gingembre. Moi, c'est pour ça que il faut bouger, il faut changer. Le système est très bien fait, hein, c'est-à-dire que le CNC, c'est l'organe qui démarre la projection, enfin la production d'un film. Si vous voulez, après votre film, il faut qu'il y ait un agrément du CNC. Donc lorsque je me suis déplacé, moi c'était vraiment la première démarche, quand je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc je peux faire juste une comédie. D'ailleurs, le seul film français sur la traite négrière sera une comédie finalement. Réalisé par... lui, il aurait eu l'agrément. Alors pourquoi? Pour une comédie? Est-ce que le premier film sur l'Holocauste, ça aurait été une comédie? Soirée Zouk à Treblinka? Pourquoi pas? C'est ce qu'ils ont fait sur la traite négrière. Pourquoi? Et moi, je vais être condamné pour Chaud Ananas, alors que ce film sera plébiscité, encouragé, alors que dedans, il y a des gens qui vous disent que le nègre est un singe, qu'il n'a pas les mêmes capacités. D'accord. Et le producteur et le bénéficiaire de cette production n'est pas camerounais. C'est pour ça qu'avec le temps, et lorsque l'on est... Moi, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je prends du temps pour comprendre. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Et c'est ce que j'ai... Donc ce ne sont pas des supputations. C'est-à-dire, le cinéma français est entre les mains du lobby sioniste, du CRIF et de la LICRA. C'est une réalité, c'est tout. Alors donc moi je fais des films maintenant, mais en dehors de ce système. Grâce à Internet, il faut trouver. Il y a de plus en plus de jeunes sont en train de s'émanciper du show business et c'est tant mieux parce que toute la société est malade. On est dans une crise économique. Les gens ont besoin de se retrouver et l'artiste c'est le premier révélateur. Il a cette obligation de s'émanciper, d'être libre et d'être autonome. S'il ne l'est pas, il va jouer le rôle de fusible. Et on les voit tous, malheureusement. Tous ceux qui ont du talent, aujourd'hui, se suicident plus ou moins dans ce système, parce que ils sont entourés de mauvais et ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux. Et dès qu'ils prennent des positions, alors attention, hein, parce que la Ferrari, tu l'auras pas toute ta vie. Hein. Il faudrait qu'ils pètent une Ferrari, il faudrait qu'ils la brûlent, pour comprendre que c'est vraiment ça, c'est leur piège. C'est leur chaîne. Mais bon, ça prend du temps avant de le comprendre. Quand on a grandi et qu'on est entouré de gens en plus, parce que c'est ça la force du show business, il y a toutes les raclures qui arrivent là-dedans, tu deviens la reine d'Angleterre, qui est une belle d'ailleurs, si je peux me permettre de parler d'elle, enfin, avec tout le respect que j'ai, aucun respect pour cette femme. Mais j'ai le droit, hein, on a le droit en France de lui cracher la gueule. Moi je n'irai pas en Angleterre de toute façon. Ben, ça restera de toute façon un ami parce qu'on a commencé ensemble. Bon, là, j'ai entendu, il parle maintenant, il commence à être obligé de dire n'importe quoi sur... il a des racines en Israël. Avant, quand je l'ai connu, il parlait pas de ça, quoi. Il parlait du Maroc, il parlait de l'Algérie. Maintenant, bon, voilà. On sent bien que de toute façon, à un moment donné, dans l'évolution, lorsque l'on est... je pense que la première population otage du sionisme, c'est la communauté juive. Ils sont pris en étau, c'est un bouclier humain autour de ce projet satanique.
Et donc, et donc je le vois peu à peu glisser. Maintenant, il restera, j'ai des moments en tête que je n'oublierai jamais, quoi. On a vraiment passé d'excellents moments ensemble. Bon, quand il m'a craché à la gueule, j'ai vraiment eu la sensation qu'il le faisait pour bosser, quoi. C'est l'heure, Elise Moon va entrer en piste. Mais sur le chemin de la scène, surprise, un visiteur se tient caché derrière les tentures. J'étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ah, Je suis copain de la sécu, pas de problème, on est... C'est bon, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de noirs, d'arabes, tout ça, parce que je vous avais dit que je vous avais dit que je voulais pas en voir. Hein? Ah non. Vous êtes... Je vous avais dit que je voulais... Oh merde! Le baiser du diable. Ah, putain! Ah bah je reconnais, Ah oui, tu reconnais. Il y a pas longtemps. Ah, il va pas se passer la même chose, hein, je te le dis tout de suite. Un an plus tôt, presque jour pour jour, Dieudonné avait fait scandale en invitant un historien révisionniste sur la scène du Zénith. Non, j'ai pas Heureusement que je suis là, Si, je t'avais préparé. j'ai une personne de couleur à un moment, tu sais, il y a des mecs qui lui balancent des caillasses. Ouais. Et parce que j'ai toute une équipe, une association qui aime pas les... Ça c'est pas mal. Ah merde. Non mais quand t'as un truc... Bon là il y a des caméras, Oui, là, c'est en les toute caméras, discrétion d'accord, évidemment. bien sûr. Là je sais que ça sera pas répété. Mais si t'as besoin d'un petit truc Oui, ah bah bien sûr. pour créer du buzz sur Oui, internet, ok. tu sais qu'il faut... D'accord, ok. Une entrevue exceptionnelle, les deux hommes ne se voient presque jamais. C'est à toi que je... Mais ces retrouvailles furtives vont une fois encore pousser Elise Moon à se justifier. Bon, allez. Vous y attendiez à ce qu'ils viennent? Non, je m'y attendais pas. Mais je sentais une présence maléfique. Non, mais c'est sympathique, c'est la dernière. J'ai été voir son spectacle, il faut bien qu'il vienne voir le mien. Hein. Mais en allant voir Dieudonné au théâtre de la Main d'Or, il s'est retrouvé comme pris au piège de sa spontanéité. J'ai été le voir en spectacle et puis j'ai eu un élan comme ça. Je suis monté sur scène et puis on a dit 3 conneries. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas réfléchi que c'était filmé par plein de mecs avec leur portable et que ça s'est retrouvé sur Internet. Ça n'a pas vraiment été apprécié par les gens de mon entourage qui sont parfois en procès avec lui, etc. quoi. De Patrick Bruel à Arthur, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous avec ce mec? Ça va pas, non? On est en procès avec lui, il nous insulte et toi tu montes sur scène avec lui ?» Ah, je fais « Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas réfléchi à ça. » Mais bon, c'est un élan comme ça que j'ai eu. Elise Moon éprouve toujours de l'amitié pour cet autre frère, même s'il est loin de tout lui pardonner. Bon, s'il a que ça... D'ailleurs, encore aujourd'hui, ça me gêne à chaque fois quand il est obligé de se justifier par rapport à moi. 13 ans après, il est encore obligé de dire « Je suis pas d'accord. » Il passe à autre chose, hein. Je veux dire, un peu, je suis pas d'accord, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais bon, il est obligé à chaque fois... Puis il se fait engueuler. Après, je suis devenu un sujet clivant. T'es pour ou t'es contre? Et bon, lui, il a essayé. Mais bon, comme c'est pas non plus, c'est pas d'Artagnan, hein, c'est pas un mousquetaire. Hein, donc, si ça chauffe, bon, il y a de fortes chances qu'il retourne sa veste. Mais en même temps, on peut pas demander à des gens d'être courageux. Il fait ce qu'il peut. Il n'avait pas le physique non plus pour encaisser des gros vents forts, des vents contraires. Hein. Donc, il a peur physiquement. C'est vrai qu'il avait peur. Je me souviens. C'est pas évident. Moi, je me suis fait agresser à 4 contre 1. Je leur ai fait face. Je leur ai fait face et on les a poursuivis, on les a arrêtés. Mais bon, faut avoir une, je sais pas, faut être un peu combatif. C'est pas une qualité. C'est comme ça. Il y a des gens qui peuvent pas. En fait, c'est comme l'antiracisme. C'est-à-dire que j'ai grandi dans l'antiracisme. Donc j'ai grandi dans non aux frontières religieuses, non tout ça. Les religions, c'est la guerre. Bon. Mais bon, j'ai appréhendé, on va dire, la malice de l'information qui m'était délivrée avec le temps. C'est-à-dire que je me suis aperçu que les antiracistes étaient en réalité les gens les plus racistes que j'ai pu rencontrer. La SOS racisme, oui, j'ai compris, oui, c'était SOS racisme au sens sans le racisme, ils n'existent pas, ces gens-là, ils n'ont pas de subvention, donc il faut du racisme, c'est eux qui le fabriquent en fait. Ils vont fabriquer un racisme entre
entre le petit blanc et puis le... Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai constaté. Et puis les religions étaient mauvaises. Alors, moi, quand je parlais du grand rien, je pense que pour certains, ils auraient pu concevoir que c'était Dieu aussi, quelque part. C'est-à-dire ceux qui ne s'opposent pas à rien, en mathématiques, le zéro, c'est... il y a le positif, il y a le négatif, et puis il y a l'équilibre, le zéro. Et donc moi, dans mon esprit, quand je pensais à rien, je pensais à quelque chose qui, sur le plan intellectuel, ne s'oppose pas. C'est ni bon ni mauvais, c'est rien. Et puis de rien, après, j'ai pris conscience, avec le temps, que la société, le sionisme, nous écartait des religions, qui faisaient partie de notre histoire. Moi, j'ai grandi dans la chrétienté, et dans mon spectacle Rendez-vous Jésus, c'était ça, c'était à un moment donné, c'est-à-dire on peut pas laisser Jésus à ceux qui l'ont tué, enfin ceux qui l'ont, on va dire, ceux qui l'ont crucifié pour les chrétiens, ceux qui l'ont maltraité, ceux qui ont voulu lui faire, les marchands du temple. Pareil pour les musulmans, on voit aujourd'hui d'ailleurs, de la même façon, une représentativité nouvelle, tout un tas d'imams qui arrivent, qui parlent, et tout ça. À quoi ça sert tout ça? C'est bien encore pour dire, je pense que le sionisme a besoin de retirer en fait tous les points d'appui de l'individu. C'est-à-dire la religion est un appui, est quelque chose qui fait partie de l'histoire et de la construction des familles, de l'individu. Et en nous retirant, et c'est pour ça que l'athéisme, moi je ne l'ai jamais pris comme une guerre contre la religion. Je l'ai pris comme un mouvement. Je me sentais poussé, un peu comme avec l'antiracisme, vers quelque chose d'universel, un projet qui était, mais qui passait par et quand j'ai compris que ça passait par la rupture de ma propre histoire, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais pour moi, Jésus était dans l'athéisme, Jésus était dans l'universel, Jésus, le prophète de l'islam, pareil, c'est-à-dire que pourquoi on va se considérer comme musulman, comme chrétien, à quoi ça sert tout ça? Bon, j'étais dans cet état d'esprit, et je me suis aperçu que ces conclusions, j'étais aussi le produit, en fait, d'un projet politique clairement défini, qui est le sionisme, qui est de couper, de t'arracher à tes repères, à tes valeurs, et pour en fabriquer une, devient un consommateur. On va te créer une religion autour de la laïcité, on va te mettre 2-3 petits trucs, droits de l'homme, de petits machins. C'est-à-dire que cette philosophie des Lumières, la prétention du système, c'est qu'il remplace même les prophètes. Et toute personne n'y voit rien. Oui, je sais bien, ouais. Mais les philosophes des Lumières seraient plus lumineux, donc, que Jésus-Christ, par exemple, pour les chrétiens. Ce qui est quand même aberrant. C'est-à-dire, sans Jésus, il n'y a pas de philosophie des Lumières. C'est-à-dire que ça n'a pas... C'est comment couper... Ils sont chrétiens, ou alors ils sont... ou alors ils sont des prophètes. Alors à ce moment-là, qu'ils aient pas... Parce qu'il y a toujours eu des personnes qui ont eu, dans l'histoire, des révélations et qui ont apporté par leur... alors là, les croyants vont dire que c'est Dieu qui leur a donné cette mission. Des gens qui ont une approche... Moi, je pense que le fait de séparer le monde en croyants et en non-croyants, il y a une partie des gens qui croient, en fait, en réalité, mais qui sont dans la manipulation. Et quand je vous dis que je suis passé, moi, par l'athéisme, mais j'y suis passé on n'a pas de carte d'athée, il n'y a pas... Mais en réalité, la laïcité est très très proche de tout cela. Donc on est porté, on est amené à être laïque en réalité. Et ben, le mariage pour tous, qu'est-ce que c'est? Tous les religieux vous disent non, attention, non. Là, on fait fausse route. Mais donc à partir du moment où on est coupé de sa religion et de certaines valeurs, ben, le mariage pour tous, ouais. Et puis après, un peu de barre. Après, je n'ai rien profondément, moi, encore une fois, je n'ai pas la sensation d'avoir un discours homophobe. Je ne me sens pas homophobe. Chacun fait exactement ce qu'il a envie de faire chez lui. Maintenant, si on débat à la tribune et dans l'intérêt de ce qui est la collectivité, on a le droit de discuter sans être montré d'homophobe. Je veux dire, le mariage pour tous,
mariage pour personne à ce moment-là. Pourquoi pas aussi? Personne se marie plus, à ce moment-là, ça pose plus de problème. Il y a plus de, on se marie plus. Ou alors on se marie devant Dieu. Voilà. D'ailleurs, le vrai pour moi, le mariage est un mariage devant Dieu. Il n'y a pas d'autre mariage. Le reste, juste avoir des papiers, ça n'a aucun intérêt, ça n'a absolument aucun sens. Par rapport à la religion, j'ai de toute façon une position qui est mon parcours, et je dois avoir un regard d'humilité sur ce parcours. Je pense que je ne peux pas faire le bilan et je ne peux pas arriver avec des certitudes sur la chose. Tout ce que je parle, c'est un ressenti. Je ressens qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté de ce lobby politico-militaire de nous séparer de nos valeurs les plus profondes. C'est-à-dire de nous couper, en fait, pour mieux nous manipuler et pour mieux nous... Et voilà. Et il m'a fallu le temps ce temps-là pour vous parler comme je vous parle. Mais je n'ai pas eu la sensation, sur le plan personnel, d'avoir eu des ruptures. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je n'ai jamais quitté, moi, je n'ai jamais abandonné les prophètes, jamais. J'ai voulu les humaniser à un moment donné pour les rendre accessibles, mais je n'ai jamais en fait, c'est plutôt leur instrumentalisation par des politiques, par des religieux, enfin, qui étaient plutôt des politiques, qui m'a dérangé, quoi. C'est plutôt ça, et donc c'est pour tout. Je pense comme beaucoup de gens qui ont un rapport extrêmement fort avec le Christ, pour ceux qui ont grandi dans cette tradition-là, beaucoup en fait prennent du recul simplement parce que ceux qui se mettent entre eux et le Christ, leur discours n'est pas clair et leur discours est mensonger. Et pour moi, par exemple, la démission de ce pape, c'est très symbolique et très fort. C'est-à-dire, Jésus ne peut pas, un homme digne de ce nom et pour qui Jésus est une lumière, ne peut pas rester dans cette église. C'est impossible. Qui est l'église de la trahison, l'église catholique aujourd'hui. Le Vatican a trahi, et d'ailleurs, on en arrive au sommet de cette trahison qui est, il faut démissionner. Et là, par sa démission, pour moi, Jésus revient. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, voilà. C'est un mauvais chemin. Faut pas aller là. Faut pas. Non, je pense que je les ai humanisés, je les ai jamais insultés. Insultés. Contrairement aux caricatures du prophète, par exemple, non, je les ai jamais fait passer pour. J'ai pu dire, donner des traits de caractéristiques corporelles, par exemple, mais c'était plus pour leur donner un côté. Dans tous les, vraiment, je mets au défi quiconque de trouver une phrase qui est vraiment de nature à dire non, là il en fait des êtres mauvais. Non, jamais. Jamais. J'ai toujours eu un respect profond pour ces gens sans qui je sens que de toute façon mes valeurs et ma morale ne seraient pas ce qu'elle est. Donc ils m'ont fabriqué. Moi, par l'intermédiaire de mon travail, j'ai tenté de faire rire en les faisant vivre aussi, mais avec mon filtre. Aujourd'hui, je vois la guerre qui est menée aux prophètes, et donc je comprends beaucoup mieux, en fait, quand Jésus, parce que j'ai grandi dans cette tradition et tout petite, les informations me reviennent, chasse les marchands du temple. C'est la seule fois où Jésus va faire un acte de violence. Il va prendre les chaises et les tables, il va les... Et c'est tellement moderne, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est tellement évident et c'est tellement limpide, et c'est tellement éternel. C'est-à-dire, il faut chasser les marchands du temple. Or, les marchands sont dans le temple, ils sont dans les temples, ils sont le temple, ils remplacent, ils essayent d'être un intermédiaire entre l'individu et Dieu. Et ils sont là, et ils parlent au nom de Dieu, ils parlent au nom de Jésus. Et regardez, aujourd'hui, ils parlent au nom de l'islam. Et c'est cette folie, si vous voulez, du malin, c'est ce côté
C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'il n'y a pas de limite, en fait. C'est-à-dire, c'est ça qui est assez troublant. C'est pour ça que par rapport aux religions et par rapport aux croyants, moi, j'ai vu dans cette manifestation, ben, par exemple, euh, qui s'opposait à la loi pour le mariage pour tous, des musulmans, des chrétiens, des gens qui étaient là, qui manifestaient ensemble. On n'en a quasiment pas parlé de ça. Ça, c'est quand même incroyable. C'est un symbole très fort d'une population, en plus, qui traverse une crise économique très grave. On ne sait pas quelle en sera l'issue. Et de voir qu'il y a cette union qui se fait dans la... Personne ne va en parler. On va parler uniquement, on va les montrer du doigt en disant que ce sont des homophobes. Mais de quoi parlons-nous? C'est-à-dire que les femmes, alors c'est incroyable, c'est maintenant des femmes nues, avec des peintures sur le corps, qui arrivent et qui hurlent. C'est vrai que on a le droit de s'interroger sur ça. Or, à partir du moment où vous vous positionnez juste dans l'interrogation, vous êtes montré du doigt comme étant un homophobe. Et ça, c'est absolument incroyable. Ça montre bien que c'est toujours le sioniste qui est derrière ce genre de loi. C'est-à-dire, c'est des lois qui divisent. C'est des lois. On voit bien, les gens, ils sont majoritairement contre dans la rue. Enfin, il y a la manifestation. Il y a une pour, une contre. Il n'y avait pas photo, quoi. Bon, mais encore, bon, il y a un débat. Mais en tout cas, il y a une fracture. On divise. Et pourquoi cette loi est là maintenant? Pourquoi elle est là pour diviser le peuple? Le peuple, au contraire, en temps de crise, il a besoin de se rassembler. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai dit, moi, quand j'étais à Alger. Je suis étonné de voir que finalement, le sionisme pousse au chaos, pousse à la guerre civile, quoi. Parce que c'est dans son intérêt, c'est dans le chaos, c'est dans la guerre qu'on peut créer, enfin qu'on peut envisager, on va dire, la reconstruction et donc la croissance, quoi. Moi, je considère que je suis de culture islamo-chrétienne. Voilà, je suis, c'est la culture voilà, j'ai grandi comme ça, dans un environnement qui était comme ça. Et je sens qu'il y a une grande proximité, en réalité. Il y a une volonté de séparer cette famille. Mais je crois que l'histoire fait que, naturellement, ils se rapprochent. Dans cette manifestation contre la loi du mariage pour tous, pour moi, c'était très clair et c'était très positif et voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se retrouvent sur ce qui est essentiel. C'est-à-dire, alors, essentiel, c'est les valeurs qu'on a envie de défendre ensemble. Et là, c'est pour ça que moi, je me considère, en tout cas, de culture islamo-chrétienne, et je pense que nous sommes nombreux, en réalité. Nous sommes extrêmement nombreux. Et je pense que voilà, Jésus est considéré comme un prophète dans l'islam, et je pense que je ne vois pas comment l'histoire de l'humanité pourrait exister sans le retour à un moment ou à un autre d'une voie comme celle-là. Donc je sens que de toute façon voilà, parce que j'observe les politiques, je vois bien que le problème c'est qu'il y a des gens bien en politique, mais ils arrivent là je parle de ce marécage, quoi. C'est-à-dire ils arrivent dedans, il y a tout, et donc même les plus belles inspirations finissent parce que le système est ainsi fait, quoi. Et donc il faut à un moment donné que la voie qui va illuminer et donner une direction, elle vienne d'ailleurs, quoi. Il faut qu'elle vienne d'ailleurs de ce marécage. Donc je sais pas comment elle va arriver. Je pressens personnellement, comme beaucoup, qu'elle va arriver, parce qu'il y a trop de signaux. Lorsque l'on vient de la tradition chrétienne, la démission du pape, c'est clair qu'elle annonce l'arrivée de quelqu'un. Je démissionne parce que cette église n'existe plus. Il arrive, voilà. Il va arriver. Et je pense qu'on est nombreux à penser que quelqu'un va arriver. Mais, évidemment, va-t-on me reconnaître? Alors, je pense que
Oui, oui, c'est certain que de toute façon, c'est en même temps. Tout va se faire en même temps. Là, on est. Il suffit d'écouter. Il suffit d'écouter la parole en fait de ceux qui dirigent, qui sont encore une fois portés eux-mêmes ils sont dans des groupes qui les formatent pour dire ce qu'ils disent. Comment se fait-il, par exemple, ce mariage pour tous qu'on en parle ici, que Obama en parle là-bas? Comment ça se fait qu'au même moment, deux nations comme ça vont aborder pourquoi faire? Comment ça se fait que dans le calendrier, ça tombe au même moment? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis je vois les pays africains montrer du doigt, parce que c'est vrai que le mariage pour tous au Cameroun, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. C'est pas. Et ça voudrait dire que c'est un pays qui ne progresse pas. On va voir. On va attendre un peu, mais je pense que l'histoire, en tout cas, moi je suis spectateur et j'essaye d'apporter simplement mon émotion d'humoriste quoi dans tout ça et puis et de faire rire parce que je pense que rire c'est important surtout en période de crise. Enfin c'est important. Moi c'est important pour moi donc voilà. Et puis visiblement il y a des gens qui suivent parce que ils disent ouais Dieudo tu nous fais du bien parce qu'on se marre. Ça n'apporte pas de solution mais parce que j'ai toujours précisé que je n'étais pas la lumière. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Donc en attendant mieux. Et mieux, ça serait bien que ça arrive. Parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Là, moi, on veut m'interdire de faire... On me condamne. Moi, j'ai été condamné pour Choix d'Anas, une petite chanson que j'ai faite. Condamné, alors que, évidemment, on parle de liberté d'expression lorsqu'il s'agit des caricatures du prophète de l'islam, ou des caricatures du pape en pédophile, ou de... Là, on peut. Mais Choix d'Anas, non. Non, on peut pas. Mais pourquoi? Alors qu'ils soient plus clairs, qu'ils nous disent exactement... C'est ça que moi je demande maintenant, c'est soyez plus clairs. Dites-nous, mettez-vous une couronne sur la tête et dites-nous ce qu'on a le droit de faire. Il y aura peut-être une loi Dieudonné, peut-être, je serais très fier d'ailleurs, qui dira, voilà, on peut pas rire de pur rire. La loi là, n'apportera pas mon nom. J'ai la sensation d'avoir à peu près, bon pas tout, parce que bon, après il y a l'empoisonnement, j'ai un bon estomac apparemment, mais non, mais on sait pas, mais je veux dire, j'ai des pressions de toutes parts, financières, mais évidemment, je suis censuré, on refuse que je travaille. Là, cette année, je vais pouvoir retourner pour la première fois depuis 8 ans. Je vais pouvoir refaire une tournée. Ça se calme un peu ou... Je sais pas, on va voir. J'en ai fait une date, donc on va voir. Mais je pense que oui. Les pressions fiscales, c'est-à-dire que d'un côté, on me demande de payer des impôts en plus de manière... On dit que je n'ai pas payé d'impôts depuis 10 ans, à un moment donné, j'ai vu ça dans la presse. Vous imaginez bien que j'ai un comptable et un avocat fiscaliste, et que j'ai payé rubis sur ongle, sans délai, tous mes impôts. Mais il me tombe 500 000, 800 000, comme ça. Et donc, bon, alors... Et en même temps, on me demande de payer 800 000 euros d'impôts, et on m'interdit de travailler, en même temps. Enfin, mais je fais comment? Tu te démerdes. Plouf plouf, ça tombe du ciel, braque une banque. Comme ça, on te fout un taux le directeur. Et donc, alors après j'ai eu la pression physique, ils sont venus m'agresser, mais ça ils ont arrêté. Parce qu'à ce petit jeu-là, vous imaginez bien que... Là, si on commence à m'agresser, c'est sûr que, à un moment donné, les gens ne se laissent pas faire. Donc on va dans un engrenage. C'est comme là, le CRIF, à Metz, ont appelé à infiltrer mon spectacle. Très très mauvaise idée. Parce que vous imaginez bien que si on infiltre mon spectacle, il y a des gens qui viennent foutre la merde, il n'y aura plus un spectacle en France où il n'y aura pas de la merde qui va être obligé de s'arrêter. Hein. Donc là, ça serait vraiment un trouble à l'ordre public de tous les spectacles. Et maintenant, l'idée, ça n'est plus de dire laissez-moi. Non, si vous faites ça, vous pouvez tout faire. Le CRIF, ils peuvent tout faire. De toute façon, il suffit de voir comment ils agissent et leur relation privilégiée avec l'État d'Israël, cette politique fasciste, évidemment. De toute façon, ils pratiquent l'inversion systématique. Leur histoire de droite, leur antisémitisme, tout cela n'est
arrivé à un certain stade, mais je pense qu'il y a les jeunes maintenant comprennent plus vite que moi, parce que moi je viens de loin, moi, c'est Fernand Nathan, moi moi j'ai eu des films à l'école, hein, sur des films, on m'expliquait, nous, on a eu un lavage de cerveau très très important. Donc c'est pour ça que ça prend un certain temps avant de revenir, mais il faut avoir confiance en soi, parce que la nature est juste. Et à partir du moment où on a su garder un minimum de repères, on retrouve son chemin. Mais il y a des traversées de marécages. Je prends toujours cet exemple du marécage parce qu'il est à la fois moite et sablonneux. On peut s'y enfoncer, on peut disparaître assez rapidement. Il faut savoir nager. Il y a des âges où il faut quand même savoir nager son crawl, quoi. Parce qu'il y a des requins qui vous attrapent et puis après je pense qu'à l'âge où je suis, j'ai passé une étape. Après il y en a d'autres. Mais la politique, c'est fini pour tout le monde. C'est fini pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est fini. On a le droit de vote, c'est-à-dire qu'on a le droit de voter. Mais bon, c'est autant aller faire un cours de claquettes, parce que maintenant, c'est le vote électronique. Donc, faut y croire. Faut y croire. C'est-à-dire que l'information est envoyée au ministère, on t'explique de l'Intérieur, Manuel Valls, donc évidemment, qui est plus ou moins archiduc ou archevêque de Paris, peut-être, ils vont peut-être le faire. Je pense qu'en pape, ils vont peut-être nous mettre Jacques Lang. Ce sera plus clair. Au moins ce sera définitif. Ce sera définitif. Je pense que, bon, j'ai eu peur comme tout le monde. Mais bon, on arrive à un âge. Moi, mon père est mort il y a 2 ans. Je suis monté en première ligne. J'ai des enfants maintenant. Bon, je pense que ce que je peux leur laisser comme héritage, c'est comme je suis devenu un repère pour eux, c'est au moins, voilà, mourir dignement. Le reste, ça n'a pas tellement d'intérêt, quoi. Je veux dire, s'attacher aux biens matériels, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut s'en détacher le plus vite possible. Il y a un âge où c'est normal, on a envie de réussir et tout ça, mais tout ça après avec le temps. C'est pour ça que aujourd'hui les pressions, non. Je pense que j'ai fait, de toute façon, j'écris mes spectacles comme si c'était le dernier à chaque fois. Donc s'il m'arrivait quelque chose, bon, je fais ce que j'ai pu. Et puis et ça sera de toute façon plus confortable pour moi de mourir que de collaborer. Ça sera, je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus la force de collaborer ou de faire un effort avec ceux qui m'emmerdent. Je laisse ça aux jeunes. Pour eux. Moi, je préfère maintenant, si j'ai le choix, enfin si j'ai le choix, je préfère qu'on gagne tous ensemble. Mais si j'ai pas le choix, si je suis confronté, non, je collaborerai pas. Parce que je suis trop vieux, j'ai plus l'énergie pour faire des resets, non. Au mieux, c'est on fait un stand-by, on dit c'est la paix, plus personne ne bouge, voilà. Aimez-vous les uns les autres, si possible. Si c'est pas possible, bon, reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Voilà. Et moi, c'est avec le sionisme, c'est ça. C'est reste dans ton coin, ne viens pas m'emmerder, moi je reste dans mon coin. Après, s'il y a des jeunes qui veulent aller plus loin, qu'ils y aillent, c'est pas, je comprends, comprendrai, parce que là, c'est vrai que ça devient. Moi, j'ai appris à respirer dans cette fosse sceptique, mais c'est vrai que ça pue. C'est vrai que quand on est jeune, qu'on a envie de bosser, c'est vrai que là, je pourrais pas leur dire je pourrais pas, je sais pas. Puis tous les mensonges, c'est ça. Où est la vérité aujourd'hui? Où se situe-t-elle? Moi, j'ai jamais eu la prétention d'incarner ça. Bon, moi, c'est le rire, mais c'est vrai que la vérité aujourd'hui fait rire. C'est-à-dire qu'il suffit de dire une vérité, les gens se marrent. C'est inquiétant. On est vraiment arrivé à un niveau, je pense, où le mensonge, il manque plus qu'un petit déclic, parce que le mensonge est roi. C'est-à-dire, entre le 11 septembre, tout ce qui se passe, on est arrivé à un degré maintenant,
Et puis on voit la guerre au Mali, on voit ce qui s'est passé en Libye, parce que moi je suis d'origine africaine. Kadhafi, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est un roi africain. C'était quelqu'un qui a vraiment aidé l'Afrique et les Africains. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait des erreurs, il a commis des erreurs bien sûr, mais je veux dire ce que la France a fait, et puis ça a généré la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec des armes dans cette région, et puis cette équipe, le Qaïda, d'où ça vient, c'est eux qui l'ont fabriqué, puis ce sont des agents américains au départ, donc ils sont en train de... Quoi ça sert? Et alors, ils font à la fois c'est les pompiers pyromanes, c'est ça, ils arrivent, et puis que la France dégage, la France n'a plus rien à faire là-bas, c'est-à-dire la France, voilà, qui s'occupe déjà de... Je pense que c'est la mauvaise direction de continuer le braquage, c'est-à-dire qu'évidemment la société va changer, il faut maintenant essayer de trouver un système de relations stables entre la France et l'Afrique, parce qu'il y a une relation historique, culturelle. C'est possible de discuter avec les Africains, mais pas du tout comme Sarkozy ou Hollande. C'est exactement d'ailleurs le même parti, c'est exactement les mêmes personnes. Et on sent que la France n'a pas le choix. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que la France n'a plus le choix. C'est-à-dire c'est comme les États-Unis, c'est bon, il nous reste quoi? Une armée? Bon, bah allez les bras. En piste, on va aller chercher du fric. C'est ça. Autrement, du fric pourquoi? Ben, pour payer les 35 heures, les machins. Ils sont plus du tout au niveau. C'est-à-dire, l'Afrique, ils bossent pour rien, en Chine, pareil. Donc c'est que des braquages, mais ça n'a toujours été que ça, en réalité. Mais aujourd'hui, il faut à la fois les mecs qui te organisent un braquage d'État, et à la fois les droits de l'homme, et mon cul sur la commode, avec on se remet des prix pour la paix. C'est pour ça que c'est tellement... Ils sont arrivés à un degré... Normalement, quand on arrive à ce stade-là, il y a un mec qui se met la couronne sur la tête, il dit bon allez, fermez vos gueules, de toute façon je vous bute, quoi. Au moins, les gens, bon, après ils ont le choix. Mais là, c'est toujours... ils n'arrivent pas, parce que c'est leur maladie, en fait, à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ce sont des pleurnichards. C'est-à-dire... moi, je le vois avec le patron du CRIF, là j'en parlais dans la vidéo, c'est vrai que Jacques Lubovitz, c'est celui qui m'en veut, c'est un hystérique. Et avec un marathon de la pleurniche, c'est un marathonien de la pleurniche, le mec qui te chiale pendant 6 heures, 7 heures, d'affilée comme ça, et puis il finit double salto arrière, réception sur la caisse enregistreuse. Donc on en est là, c'est-à-dire que les mecs, ils peuvent plus... Moi je rigole, mais c'est vrai qu'il serait temps quand même que des gens dont la vocation est de servir la collectivité dans l'administration s'y mettent, parce que c'est vrai que ça... Puis alors ils ne cooptent que des gens, que des crapules, à la fin que des gens qu'on tient, parce que bon, c'est bien, l'autre, il a foiré. Bientôt ils vont sortir des mecs des prisons, Fourniret sera peut-être le prochain ministre de l'éducation. Alors, au moins lui, on est sûr, ils le tiennent par les couilles, c'est ça que... Mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ou Marc Dutroux, d'ailleurs, il était question qu'il sorte, là. Ouais. Et moi, il me fout en tôle. Ce qui est normal. Parce qu'après, ouais, mais t'as violé combien, toi? Rien. Donc c'est normal, tu t'en vas. Tu t'es pas mis au niveau, tu t'es pas... Moi, quand il m'est arrivé tous mes problèmes, là, c'était à l'époque de l'affaire aussi, le mec en Suisse, là, Roman Polanski. Et alors tous les ministres, c'est un scandale, il faut qu'il reste là. Bon. Et il a dit qu'il avait violé la... Oui, mais bon, après, d'accord. Et Dieudo, ah non, là par contre, alors là non. Par contre, là, jamais la France, là, les mecs, ils sont habités par une lumière tout d'un coup qui est... jamais plus l'horreur ne verra. Et Marc Dutroux, non, c'est rien. L'avocat de Marc Dutroux, quand j'étais en Belgique, était intervenu, il avait dit non, là, je crois que je pourrais pas le défendre, lui. Je voulais aller le voir, et non, là, dis donc, oh, il y a des limites. Oh, le mec, il a laissé crever dans un placard 2 enfants. Et non, mais ouais, mais d'accord, mais ça encore on peut le défendre, mais Chouananas, non. Chouananas, ça va trop loin, ça remet en cause trop de choses.
Cela dit, c'est vrai que ça remet en cause certaines choses. C'est-à-dire la limite de l'humour. Mais normalement, il n'y en a pas. Ou alors, il y en a une, mais beaucoup l'utilisent. Ouais, le futur, là, c'est cette tournée qui a commencé, là. C'est sûr que si elle évolue telle qu'elle est en train d'évoluer, cette tournée, elle va mettre à mal un système, en fait. C'est-à-dire que ce sera la première fois dans l'histoire de la culture de la France, en tout cas, que malgré une censure extrême, malgré les condamnations en justice, qu'un spectacle devienne aussi populaire. Le spectacle humoristique le plus populaire, en fait, en réalité, de France. Et ça va poser un véritable problème. C'est-à-dire les gens ont besoin de se marrer, et je crois avoir fait mon travail, c'est d'avoir préservé, on va dire, mon indépendance de création, pour livrer quelque chose qui n'est pas parfait, certes, mais qui est clairement et indépendant. Et je pense que c'est pour ça que les gens en parlent, viennent me voir, disent, bon. En tout cas, voilà, ça c'est marrant, parce qu'au moins, au moins, on sent qu'il y a un point de vue là qui est là pour nous amuser, et nous amuser de la supercherie du monde dans lequel on se trouve, parce qu'on est vraiment arrivé à un degré, là puis c'est entre eux, là aujourd'hui c'est TSL, je connais pas, bon, le mec il a l'air très bien, mais là c'est tout d'un coup le monde s'arrête, il faut, puis j'aime bien, ils se donnent des prix, ils veulent rentrer au Panthéon, bon. Donc on est arrivé à un degré maintenant où le satanique a besoin je ne dis pas qu'Essel est je dis juste qu'il est arrivé, c'est une figure, c'est presque un saint. Je n'ai pas fait tout son parcours, je sais pas, il avait l'air de, ouais, le mec, il a dû en tout cas servir les intérêts de ceux qui sont en place, parce que vu la fête qu'ils lui font, c'est louche. Pour moi, c'est louche. Et donc, voilà, on est arrivé à un degré maintenant où ils ont besoin d'être respectés au-delà de l'argent. C'est-à-dire maintenant, ils s'écrivent l'histoire, ils sont dans l'histoire. Et ils sont, tiens, enlève les prophètes, tiens, mets-moi à la place, d'accord, et il faudrait que les gens, pendant 1000 ans, prient mon nom. Possible ou pas? Ben, on va voir. On va essayer. Mais bon, là, c'est pas gagné, hein. Sarkozy, il y a presque des gens, ils l'ont oublié. Il y a 8 mois, il était président, les gens ne savent même plus où il était. Pourtant, lui, il a fait du mal aussi, hein. C'est la guerre en Libye. C'est un jour, parce que moi j'y suis allé sous les bombes, c'était au mois de juillet, au mois de février, moi. Il y avait déjà des missiles, qui sont tombés. Et c'était fou, le peuple libyen était dans la rue. Et puis après, ils ont bombardé le peuple libyen. C'est quand même ça ils ont tué des femmes, des enfants, des innocents, et tout ça, au nom des droits de l'homme, au nom du couloir humanitaire. Enfin. Encore une fois, moi je vais essayer de faire rire avec tout ça, et c'est vrai que c'est pas simple.